Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Travailler de chez soi, être libre de ses horaires et pouvoir aller chercher ses enfants à l'école est un luxe pour beaucoup d'entre nous. Et si on ajoute à cela avoir un poste avec des missions stimulantes dans un secteur créatif en pleine expansion, cela semble trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est le quotidien des experts du digital, community manager et créateurs de contenu. Le community manager créateur de contenu, par exemple, c'est la personne chargée de développer la visibilité d'une marque sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok, favoriser l'engagement et développer la communauté. Le community manager créateur de contenu travaille à son compte en tant que freelance pour des marques de mode, beauté, lifestyle, des restaurants. Et si je vous disais que c'était possible de se reconvertir pour devenir community manager ou créateur de contenu et de se former auprès d'une école reconnue en quelques semaines à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Lille, à Rennes ou même à distance sans bouger de chez soi? C'est la promesse d'IMCI, l'école du digital et de la création de contenu depuis 2013 qui forme les experts du digital de demain. Avec la formation Community Manager d'IMCI, découvrez comment concevoir une stratégie social media, animer une communauté, mesurer la performance et la pertinence de vos actions et rendre compte de vos résultats. Apprenez également de nombreuses compétences web marketing connexes pour répondre aux besoins d'un métier multifacette. La formation Community Manager d'IMCI complète de 3 mois en présentiel ou 6 mois en distanciel avec des formateurs experts dans leur domaine vous donnera tous les outils nécessaires pour démarrer rapidement votre future carrière professionnelle en toute sérénité. La formation délivre un titre RNCP de niveau 6, Bac+3, Bac+4 reconnu par l'État et est finançable grâce à votre CPF, France Travail ou à Transition Pro. En attendant, renseignez-vous dès maintenant sur IMCI, l'école du digital et de la création de contenu et découvrez la formation de Community Manager, créateur de contenu web et les dates des prochaines sessions sur imci-formation.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Stanislas Gruau. Après avoir été trader pendant 10 ans, Stanislas a fondé Explora Project, une agence de voyage en pleine nature, responsable à faible impact carbone. Fasciné par le monde du trading, le pouvoir et aussi un peu l'argent, Stanislas devient trader après avoir fait une école de commerce. Il travaille chez Cargill, dans une des plus grosses boîtes américaines de trading de matières premières. Stanislas monte très vite les échelons et à la fin de sa carrière, il est responsable Europe de 150 traders. Le déclic, il l'a toujours eu, car Stanislas a démissionné 3 fois. Mais à chaque fois, ses boss ont su le faire rester en doublant son salaire et en lui proposant de grosses promotions. C'est finalement à la naissance de sa fille qu'il décide de tout plaquer enfin pour fonder Explora Project, le projet dont il rêve depuis 10 ans. Explora Project, c'est une agence de voyage, une travel tech en pleine nature, responsable à faible impact carbone. Explora Project, ce sont des expériences de voyage insolites entre adultes, avec par exemple de la randonnée, de l'apnée sous glace, mais aussi des voyages en pleine nature en famille, dans des family camps, des classes vertes pour les enfants et aussi des séminaires d'entreprise. Stanislas est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a levé des millions d'euros et dirige une équipe d'une 40aine de personnes. Alors avec Stanislas, on a évoqué sa carrière de trader, sa déconnexion du monde réel et de ses émotions, comment il a toujours rêvé d'Explora Project en parallèle de son job de trader, comment il a levé des millions d'euros auprès du fonds d'investissement de Xavier Niel, ses conseils pour oser tout quitter pour lancer l'entreprise de ses rêves et sa vision pour Explora Project. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Stanislas. Bonjour Stanislas, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci beaucoup pour ton invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Bien évidemment, je m'appelle Stanislas Gruau, j'ai 37 ans aujourd'hui. J'habite... Bon anniversaire.
Ah non, pardon, merde, pas Ah non. aujourd'hui. Ce sera le 19 décembre, si tu veux m'envoyer un message d'anniversaire. Donc, ce sera bientôt. Et j'habite entre Genève et Annecy, dans cette belle région, près des montagnes. Voilà, c'est à la fois une région qui regroupe finalement qui j'ai été et qui je suis aujourd'hui. J'ai été et je reste dans cette région pour le métier que j'ai fait et le métier que je fais aujourd'hui aussi. Donc je suis aujourd'hui, on va dire un trader reconverti, repenti peut-être même, on pourrait dire. Et cette reconversion-là, effectivement, elle a changé l'homme que je suis. Donc j'ai vraiment eu de vie. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis entrepreneur à impact. Je suis un entrepreneur engagé pour un autre tourisme. J'ai fondé Explora Project, qui est je vais essayer d'enlever un peu les anglicismes, mais c'est dur, qui est une agence de voyage digitale, on va dire une travel tech, qui réinvente la manière dont on fait du voyage d'aventure avec un impact carbone plus limité sur la planète. Et donc, on envoie près de 10 000 personnes par an vivre des aventures aux quatre coins de l'Europe, à 95% accessibles en train, pour voilà, essayer de faire vivre des moments de vie extraordinaires aux femmes et aux hommes ordinaires que nous sommes. Donc c'est un peu ça que nous créons. On est une grosse vingtaine, une petite trentaine ici à Annecy, et c'est vraiment une vie foncièrement différente de ce que j'ai pu vivre de 20 à 30 ans, on va dire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as commencé? Donc, tu as commencé par une école de commerce et puis ensuite, tu es devenu trader. Comment tu es devenu trader? Est-ce que c'est un métier qui te faisait un peu rêver de ce qu'on voit peut-être dans les films? Ça te fascinait comme univers? Quelle a été un peu ta motivation? Je pense que je suis rentré dans ce métier-là de trader pour de mauvaises raisons. On dit qu'il n'y a pas de mauvaises raisons, que c'est la vie, qu'il faut rien regretter, etc. On entend souvent ça. Moi, je pense que si, on peut regretter des choses et il peut y avoir de mauvaises raisons. Je pense que j'ai été à l'époque attiré par effectivement une première partie assez sociale de ce métier, dans le sens dans la vision sociale et sociétale qu'on avait de ces métiers-là. Je trouvais ça assez enivrant, assez grisant. J'étais assez curieux d'aller voir ce qui se cachait derrière ce métier, peut-être un peu, on pourrait même aller jusqu'à dire sulfureux. C'était l'époque de l'affaire Kerviel, trader de la Société Générale qui avait été condamné après avoir perdu plusieurs milliards. C'était l'affaire de la crise des subprimes, de la chute de Lehman Brothers, une grande banque d'investissement américaine. Et donc finalement, le personnage du trader a été un peu présenté. On en a parlé, on a montré à quel point finalement il y avait un lien entre l'économie réelle et ces métiers-là. Et donc je trouvais ça assez enivrant de m'imaginer qu'un seul homme, qu'une seule personne, qu'un seul job pouvait avoir des impacts tels. Je dis pas que moi je voulais être ce kamikaze financier que Kerviel a été, mais je trouvais ça en tout cas intriguant, suffisamment intriguant pour me dire, quand on choisit un premier boulot, à l'époque c'était même un premier CDD, bon bah vas-y, je vais voir de quoi il s'agit et puis je me ferai ma propre opinion. Donc ça a commencé comme ça. Ça c'est la première raison. Puis ensuite, pourquoi j'y suis resté? Là, ce sont des raisons financières et des raisons aussi je dirais d'apprentissage, de courbe d'apprentissage pentue. C'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses, c'était hyper riche, extrêmement varié. Donc, si la raison financière est pas une bonne raison, pour le coup, la raison d'être dans un métier où on apprend beaucoup de choses, où on s'ennuie pas, où chaque jour est différent, où il y a beaucoup d'adrénaline, ça, quand on a 21, 22, 23 ans, c'est des choses quand même qui peuvent vous faire rester dans un métier. Et puis, à plusieurs reprises, lors de ces premières années de trading, à plusieurs reprises, je me suis dit, bon, j'arrête là. J'ai vu ce que c'était, je me rends compte de ce qu'est ce métier. Je fantasme moins ce poste-là. J'ai compris globalement quelle allait être ma trajectoire si je restais dans ce genre de métier-là, à savoir gagner beaucoup d'argent, mais avoir assez peu de temps pour soi, avoir l'esprit continuellement occupé à réfléchir et en effervescence, esprit en effervescence qu'on ne peut refermer. Parce que l'argent ne dort jamais, les marchés financiers sont en permanence en train d'évoluer, on a en permanence des positions de trading qui gagnent ou perdent de l'argent. Donc je veux dire, on peut
à part peut-être 18 heures pendant le week-end, entre la fermeture du marché américain et l'ouverture du marché asiatique, on ne peut quasiment pas se décrocher des marchés financiers. Donc c'est un fil à la patte permanent. Et donc je me suis dit, ok, cette trajectoire-là, je la vois bien, c'est peut-être le moment d'arrêter. Et plusieurs fois, je me suis signalé du coup auprès de ma direction en leur disant, moi j'arrête là, c'était vraiment cool, j'ai appris plein de trucs, ciao. Et plusieurs fois, 3 fois pour être précis, ils m'ont dit, attends, on a un truc pour toi, reste encore un peu, regarde, ça va te plaire, ferme la porte, assis-toi, et voilà ce qu'on te propose. Et ça a été systématiquement la même chose, plus de responsabilités, plus d'argent, à effet immédiat, et je suis reparti pour des cycles de 2-3 ans. C'est exactement ce qui s'est passé à chaque fois. Ça m'a donc permis de progresser hyper vite dans cette boîte. C'est la seule boîte dans laquelle finalement j'ai fait du trading. J'ai commencé à la BNP, puis après j'étais chez Cargill, une grosse boîte américaine. BNP, je suis resté 8-9 mois, et puis Cargill, je suis resté 9 ans. Et donc systématiquement, ces cycles-là m'ont fait rester dans un job que je pensais quitter assez tôt. J'ai finalement, au bout d'un moment, pris la décision par moi-même de partir sans demander, sans accepter de me faire convaincre une 4e fois, on va dire. Ah oui, c'est incroyable comme histoire de démissionner. À ce moment-là, t'avais vraiment l'envie de tout quitter ou t'étais un petit peu incertain? Non, j'avais vraiment l'envie de tout quitter. Et d'ailleurs, je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est une très bonne méthode pour avoir une promotion et une augmentation, ou en tout cas pour accélérer le temps. Ça veut peut-être dire que vous n'allez pas l'avoir, mais ça veut dire que vous ne l'auriez pas eu si vous aviez attendu plus longtemps. Donc ça accélère le temps de dire je suis prêt à partir, je souhaite partir. Tu sais tout de suite ce que l'entreprise pense et ce que ta direction attend de toi. Tu accélères forcément un peu le temps. Et donc à ce moment-là, je voulais vraiment partir. Et je pense que c'est parce que ils ont vraiment vu que j'étais prêt à partir et que j'allais partir, que finalement mes démarches, ça apparaissait comme très crédible et qui se sont dit là il faut absolument mettre le paquet parce qu'il va partir. C'est pas un chantage, c'est pas et quand bien même on fait ça une 2e fois puis une 3e fois, il serait en mesure de se dire non mais attends là il se fout de nous, on lui a fait x2 sur son salaire la dernière fois, c'est une blague, genre il nous refait le coup, il croit qu'on va refaire x2, mais en fait non, il va vraiment partir. Ok, bah on refait un truc, etc., etc. Oui, je voulais vraiment partir. J'avais ce projet Explora déjà en tête. Pour bien se figurer la chose, pendant un peu moins de 3 ans, 2 ans et demi, ma vie a été la suivante. J'habitais à Paris. Donc là, on parle j'avais entre 21 ans et 24 ans à peu près. Pendant cette période-là, j'habitais à Paris. J'étais embauché du coup en tant que jeune trader dans le graduate programme machin d'excellence européenne de cette boîte américaine Cargill. J'étais embauché donc comme en théorie jeune trader prometteur qui devait avoir des postes de direction un jour. J'habitais à Paris et les bureaux étaient à Saint-Germain-en-Laye, à 22-23 km de là où j'habitais. Le matin, je prenais le RER A assez tôt. J'écrivais dans des petits calepins rouges que j'ai encore ce que je voulais de ce projet entrepreneurial Explora déjà. Donc j'écrivais des éléments marketing, même de la disposition de shop éventuellement, de store qu'on aurait pu avoir, comment je voyais disposer les choses, quel type d'aventure je voulais qu'on fasse, quels éléments différenciants on allait avoir par rapport aux autres, etc. Le matin, je faisais ça, j'avais presque 1 heure d'RER. Puis je bossais non-stop dans un tunnel absolu sans lever les fesses de ma chaise pendant 12 heures, peut-être même parfois 13 ou 14. Et le soir, je rentrais en courant avec mon costume dans le sac à dos et je rentrais en courant et je faisais mes 22 km. Ce quotidien-là a duré pendant plus de 2 ans et ça a fait 2 choses. En fait, c'est qu'au bout de ces 2 années-là, 2 à 3 années-là, je me suis dit bon bah déjà je suis un mutant en course à pied. Enfin, je suis devenu, tu vois, courir autant. Bah, j'ai développé évidemment des compétences et voilà. Et bah, je courais énormément. Donc après, bah, j'ai par ailleurs développé. Enfin, je me suis lancé dans plein de défis, plein de courses, plein d'aventures. Peut-être qu'on en reparlera. D'un point de vue sportif, j'ai dans ces aventures sportives-là aussi construit un peu l'ADN d'Explora parce que on propose du voyage d'aventure sportif dans le dépassement de soi, etc. Et donc ça, je l'ai vraiment vécu. Et puis bah j'avais démarré ce projet entrepreneurial en fait à ce moment-là.
Et ces jours et ces jours, ces mois, ces jours, ces semaines, ces mois, ces années où j'ai rédigé le projet Explora m'ont donné la confiance de me lancer au moment où ma vie professionnelle laissait une opportunité de se lancer. À ce moment-là, donc je savais pourquoi je me lançais. Je trouve ça beaucoup plus simple de tourner une page lorsqu'on a un autre bouquin sous le bras prêt et qu'on a déjà en plus commencé l'écriture du premier chapitre. Donc c'est quand même déjà beaucoup plus simple de lâcher une branche lorsqu'on a déjà l'autre dans la main. Et donc finalement, c'était une vie en trading hyper intense, mais en fait qui était devenue supportable parce que j'étais en train de construire la suite déjà pendant toutes ces années-là. Et assez tôt, presque dès la première année de trading, je grattais déjà ce que serait un jour Explora. Et donc ça, c'était ma bulle d'air au quotidien. Dès le début, tu avais cette idée de je suis là pour voir ce que c'est, me faire de l'argent et j'ai envie de faire autre chose après. Ouais, j'ai toujours su que j'allais pas faire ça toute ma vie. Et effectivement, quand je suis arrivé à 30 ans, je me suis rendu compte que à la naissance de ma première fille, je me suis dit bon, là, ça commence à être, il y a déjà un morceau de ma vie qui est derrière moi. Donc j'avais dit que je voulais pas faire ça toute ma vie. Il serait temps de maintenant de passer à l'acte. Donc effectivement, j'ai toujours su que ça n'allait pas durer éternellement. De fil en aiguille dans la vie, effectivement, 9 ans, ça peut passer assez vite. À nouveau, en plus, quand on a démissionné 3 fois et que je suis parti au bout de la 4e quand même, donc j'ai démissionné en fait 4 fois dans cette boîte. Par tranche de 2 ans, 2 ans et demi, ça vient finalement quand même assez vite. Je me suis installé de Paris à Genève, où j'ai été muté dans les dernières années pour prendre la direction du trading européen. Puis avant, dans les premières années, je suis pas resté à Paris. J'ai bougé en Allemagne, un peu en Espagne. Donc finalement, ça a été quand même, c'était toujours un peu en mouvement. Donc j'ai pas eu l'impression de végéter et d'attendre dans mon bureau. Donc effectivement, ce projet-là, il a toujours germé en moi. Et ça, c'est peut-être un conseil que je donnerais à tous les salariés qui nous écoutent et qui ont envie d'un projet entrepreneurial un jour. Je pense que c'est quand même une grande proportion aujourd'hui des auditeurs qui nous écoutent, évidemment sur ton podcast qui est vraiment dédié à cette bascule. Et finalement, je pense qu'il faut, on a chacun on a chacun une aversion au risque qui est très personnelle. Il faut pas essayer de copier l'aversion au risque d'un autre. Il y en a ou d'une autre. Il y en a qui voit dans ce projet entrepreneurial une certaine pureté à quitter son statut de salarié et se jeter dans le vide sans savoir de quoi demain va être fait, etc. Quels vont être leurs revenus, pour quel projet ils se lancent, et puis et se lancer en mode page blanche, etc. Et je pense finalement que il ne me semble pas que ce soit une démarche qui, autre que pour faire sensation sur des contenus sur les réseaux, soit vraiment intelligente. Je pense qu'aujourd'hui, un entrepreneur a suffisamment de pression et d'inconnus dans son aventure professionnelle, dans comment il va générer de l'argent, etc., pour en plus se rajouter des inquiétudes liées à comment est-ce qu'il va se nourrir, est-ce qu'il va gagner de l'argent, est-ce que finalement son entourage va le baquer, va être d'accord avec son choix. Finalement, je vois beaucoup de bénéfices, pour ainsi dire, à amorcer une transition alors même qu'on est encore salarié. Ça, je crois que c'est très important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, effectivement, c'est de le faire, mais il faut pas se tromper. Le plus important, c'est de passer à l'acte et d'arrêter de se dire, de répéter à la bière du vendredi soir pendant 10 ans. Un jour, je lancerai une boîte dans le foot. Un jour, je lancerai une appli qui, oh bah merde, j'ai vu que l'appli, elle avait été créée. Oh, c'était mon idée et tout. Tu vois, ça, je l'entends. Oh là là, mais c'est la boîte que je voulais faire, celle dont je te parlais. Ben oui, mais bon, on s'en fout des idées. Le plus important, c'est de les exécuter. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un énorme intérêt à faire. Mais faire, on peut commencer à faire lorsqu'on est salarié. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, celui qui n'arrive pas à faire quand il est salarié, parce qu'effectivement, ça demande un effort, ça demande on a moins de temps pour le reste. Je l'entends, c'est déjà des sacrifices, mais c'est déjà un avant-goût de la vie d'après. Donc après tout, si déjà cette phase-là, on n'est pas capable de la faire, moi je vous le dis, la vie d'après d'entrepreneur, ça va pas marcher. On va pas être capable de mettre un niveau d'intensité et d'engagement suffisant pour que le projet fonctionne. Je suis dans les grandes règles, hein, mais globalement, donc,
Moi, je dis à tous ceux qui disent je n'arrive pas à me lancer dans mon projet entrepreneurial aujourd'hui parce que j'ai un autre boulot, mais par contre, quand j'aurai plus rien, j'y arriverai nickel. J'y crois pas trop. Je crois que il est quand même important de déjà se lancer, déjà commencer des choses, déjà amorcer des échanges, des rencontres, éventuellement des petits business plans, des tests sur des sites, aller tester son produit, son offre, etc. Il y a aujourd'hui plein de moyens d'aller déjà faire des preuves de concept de boîte assez rapidement. Voilà, un peu le conseil que je donnerais. Quand tu parles de risque, justement, comment tu as vécu, toi, un petit peu le décalage financier entre, tu vois, ces deux mondes, entre tes traders, tu gagnes beaucoup d'argent, j'imagine que tu avais peut-être des prêts, tu avais sûrement aussi un certain niveau de vie, à passer à un statut entrepreneur où, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué au début. Je pose la question parce que voilà, le décalage financier, c'est toujours compliqué, même quand on gagne beaucoup, parce que finalement, en fait, tu as un certain niveau de vie et puis tu as des habitudes. Comment tu as vécu ça un peu, toi, cette différence de vie? Je l'ai pas vécu de manière si difficile que ça. Déjà, je pense qu'il faut que l'entourage soit solidaire de ce choix. La femme qui partageait ma vie à l'époque de ce choix-là était en phase et en accord avec ce changement-là. Effectivement, on avait déjà un certain niveau de vie qu'on n'a pas radicalement abandonné. Disons que c'était une pente douce vers cette nouvelle vie-là. J'ai aussi, en fait, choisi un modèle de financement qui était en phase avec les sacrifices que j'étais prêt à prendre. J'ai choisi un modèle de financement de ma boîte par levée de fonds. Donc, globalement, Explora, j'ai envie de dire, on a toujours eu de l'argent, tu vois. En gros, on n'a jamais eu 3 000 € sur notre compte en banque et se dire merde, comment est-ce qu'on paye ça? Je vais pas me payer ce mois-ci, etc. Ça n'a jamais été comme ça. J'ai préféré avoir un beaucoup plus petit gâteau, une beaucoup plus petite part d'un plus gros gâteau que de me dire bah voilà, j'ai ma boîte pour moi tout seul, je fais aucune levée de fonds, je fais rien, j'ai tout le capital, avec toutes les conséquences effectivement que ça a sur l'incertitude financière de pouvoir se payer, etc. J'ai troqué finalement du capital de ma boîte pour un confort intellectuel de me dire je serai payé, j'aurai ce salaire-là, et donc ça a été vraiment un choix. Effectivement, je pense que si je m'étais lancé à 20 ans sur ce projet-là, je suis pas sûr que j'aurais levé de fonds. Là aujourd'hui, finalement, ça permet d'accompagner, d'apporter un certain confort. Ça va avec des obligations, des contraintes, rendre des comptes, etc. Mais une pression au quotidien des investisseurs, des fonds, etc. Mais disons que ma vie d'avant avait fait de moi quelqu'un qui était prêt à supporter ça sans grande difficulté. J'ai l'impression d'avoir moins de pression aujourd'hui que dans ma vie d'avant. Pourtant, j'ai des fonds d'investissement qui sont pas forcément, enfin tu vois, qui veulent qui demandent des comptes. Voilà, je cherchais mes mots. C'est normal. Et donc d'aucuns pourraient se dire, bah moi cette vie-là, c'est une pression, etc. Ouais, mais tout est relatif. Moi, j'ai vécu une pression que j'estime absolue dans ma vie d'avant. Donc aujourd'hui, je suis cool. C'était de qui la pression d'avant, tu dirais? C'était le fait d'être toujours connecté ou de tes boss plutôt? Alors déjà, j'étais beaucoup plus jeune, donc je pense que quand on est jeune, les choses nous impactent davantage. Ou nous, soit nous passent au-dessus parce qu'on ne réalise pas, ça c'est une possibilité, hein, soit nous impactent frontalement parce qu'on n'a pas le recul encore pour relativiser les situations de vie et se dire ce n'est que de l'argent, ça n'est pas mon argent, je suis salarié, je ne vaux pas en tant qu'être humain ce que je rapporte à la boîte, voilà, enfin tu vois, je vaux autre chose, je suis autre chose que ce que je rapporte, etc. Donc cette pression à l'époque, pour moi, oui, effectivement, elle venait de la hiérarchie, elle venait de l'environnement très compétitif des traders et des tradeuses qui occupaient ces postes-là. C'est une énorme arène de compétition. Ça m'a toujours stimulé, j'ai toujours trouvé ça excitant. La pression et la difficulté pour moi est arrivée quand est arrivée l'injustice humaine, quand finalement j'ai vécu en fait des situations qui n'étaient plus méritocratiques. Là pour moi, c'est là où finalement mon moteur s'est transformé en poids à traîner, où finalement ce qui pouvait m'exciter à un moment était devenu un boulet. Donc ça, c'est vraiment, ce sont des facteurs qui sont humains et qui sont liés en fait à des changements de direction qu'il y a pu avoir, une autre manière de considérer ce qu'on faisait, une méconnaissance des personnes et finalement aujourd'hui je regrette pas ceux finalement qui étaient
qui pour moi à l'époque étaient injustes, durs, voire harceleurs, ont été écartés de ces boîtes-là, tu vois, quelques mois, quelques années plus tard. Et disons que j'ai contribué indirectement à ce qu'il le soit, parce que effectivement, des boss pour qui j'étais trop jeune, trop français, dans une boîte américaine, pour avoir ces postes-là de direction en trading, j'ai grimpé les échelons trop vite pour eux, et donc voilà, ils voulaient me flinguer, quoi. Oui, un peu de jalousie sûrement. Oui, au bout d'un moment, pour plein de raisons, ça a été ma vie au quotidien était rendue difficile. Et donc finalement, cet épisode de vie de la naissance d'un enfant fait prendre cette prise de recul justement nécessaire. C'est le moment où on relativise, où on se dit il y a des choses bien au-dessus de ce quotidien compliqué. On re-hiérarchise son existence à ce moment-là, et on est capable de prendre une décision qu'on avait du mal à prendre auparavant. Donc ça a eu cet impact bénéfique aussi pour moi je m'autorise à écouter cette petite voix en moi et finalement l'impact à partir du moment où je me suis autorisé à le faire, je me suis autorisé à aborder ce sujet-là aussi avec mes proches, qui m'envoyaient des signaux faibles depuis des mois, des années, en me disant attention, regarde, t'as changé, t'es comme ça, il y a ça qui dysfonctionne, t'es beaucoup plus loin de tes émotions, on n'a plus accès à toi comme on l'avait avant, t'es dur. Effectivement, j'étais devenu une machine, pour ainsi dire. C'était l'être le plus efficace en trading. Il est une machine loin de ses émotions, il est dur, il est radical, il est polarisé. En trading, il faut acheter ou vendre. Quand tu fais rien, c'est que t'as pas d'opinion. Tu vois, c'est blanc ou c'est noir. J'achète, je vends. Il faut essayer de convaincre les gens autour de soi. C'est un gros travail presque de politique, ou en tout cas d'argumentaire en permanence dans des réunions avec tous les traders de la planète qu'il y avait dans cette boîte-là. C'était une très grosse entité. C'est la plus grosse boîte de trading du monde, Cargill. Donc c'était vraiment vraiment quelque chose d'assez assez prenant, et finalement de ce tourbillon-là, on peut pas vraiment en sortir. On peut pas vraiment en sortir sans événement de vie. C'est un peu ça pour moi si je prends du recul avec les trajectoires qu'ont encore certains de mes copains qui sont encore traders, c'est dur d'en sortir par soi-même. C'est-à-dire, souvent, c'est un événement de vie négatif qui vous en fait sortir, c'est-à-dire un burn-out, un problème dans sa famille, une maladie, un décès, un truc qui vous fait dire waouh, est-ce que je suis bien au bon endroit? Non, je pars. Et c'est assez rare que ce soit positif. Et moi, j'ai vraiment voulu que ce soit positif. C'est pour ça qu'une naissance, c'était un événement positif. J'ai vraiment voulu que ce soit de mon fait et que je subisse pas aussi ce départ, pour être énergisé, tu vois, vraiment positivement sur l'aventure d'après. Et donc je me suis par là même reconnecté à mes émotions. Lorsque j'ai ouvert ce sujet avec mes proches, je me suis rendu compte à quel point j'étais fermé sur ce sujet-là auparavant, parce que j'ai ouvert la boîte de Pandore et tout le monde m'a poussé dans le sens de change de vie, fais autre chose, évidemment. Et donc là, j'étais moi-même méga surpris. J'ai entendu ce que je voulais pas entendre. J'ai entendu les réponses à la question que j'avais pas osé poser, voulu poser pendant toutes ces années. Et donc, ça m'a transformé. Je me suis reconnecté à mes émotions et ça m'a fait beaucoup de bien. Cette vulnérabilité-là, elle est essentielle. Oui, parce que j'avais lu dans une interview que tu avais donnée que tu disais que juste après la naissance de ta fille, finalement, tu étais déjà en train de checker tes mails. Je me suis demandé justement, est-ce que tu as eu à ce moment-là l'impression finalement de te dire, je suis en train de passer à côté de ma vie, faut vite que je parte et que je fasse quelque chose? Ouais, alors ce moment-là, c'est évidemment un moment symbolique, mais c'est vrai que c'est quelques mois après sa naissance que j'ai lancé Explora, 3 mois après, que j'ai démissionné pour lancer Explora. Oui, c'est des moments, ce sont des moments de vie symboliques qui vous font réaliser qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est souvent dans le regard des autres qu'on se rend compte de ses propres dysfonctionnements. Et oui, j'étais arrivé effectivement à un point un peu de non-retour, où quand bien même j'avais conscience que la situation imposait de ne pas être la tête sur les marchés financiers, mon stress, mon focus, mon angoisse sûrement du moment, il faut mettre les mots tels qu'ils sont, était de perdre de l'argent pour ma boîte, machin. Les positions étaient colossales, donc j'avais forcément cette pression-là. Et c'est là que je me suis dit effectivement que c'était inadapté.
et que j'étais plus capable de faire le distinguo pro-perso. C'est jamais facile, encore moins dans ces métiers, mais il y a quand même un minimum. Et ce minimum-là, pour moi, j'arrivais plus à le faire, donc il fallait débrancher. Et alors ça, c'est dingue, hein, parce que tu dis que tu as toujours eu l'idée d'Explora Project. Donc j'imagine que ça a un petit peu évolué quand même pendant 9 ans. Mais alors, comment tu t'es senti quand tu l'as lancé? Et puis, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment ça s'est passé, le lancement, quelques mois après ta démission? Ça a été Alors, c'est forcément un choc, même si on s'y prépare, même si je savais ce que je lançais, c'est forcément un choc du quotidien. On passe d'un quotidien où on est la tête devant une multitude d'écrans avec des stimuli sonores et visuels permanents en une salle de trading. Il faut quand même avoir en tête que c'est, pour ceux on l'a vu dans les films, c'est quand même c'est un brouhaha permanent, c'est beaucoup de bruit, c'est de l'immédiateté, c'est du clignotant partout, c'est un état de veille permanente sur lequel il faut être et d'attention. Et en face de ça, je me retrouve du jour au lendemain seul face à ce Mac que j'ai toujours là en face de moi. Première fois que j'ai acheté un ordinateur, je crois que j'avais même pas d'ordi avant, ou un truc que j'allumais jamais. Et il y a aucun mail. Il se passe rien. J'en avais 1000 par jour, littéralement 1000 par jour. Et là, plus rien. Le silence, tout à faire. C'est angoissant en même temps que c'est excitant. Donc, les premiers jours, ils ont été bizarres. Finalement, en fait, je veux dire, le truc le plus bizarre, c'est de plus avoir besoin de mettre de chemise, bien repassé, machin, de rien que de dire ouais, je mets un t-shirt. J'ai remis des t-shirts à 30 ans. Enfin, ça paraît vraiment con, mais j'ai changé mon mode de vie par des petites choses. Ça m'a libéré mentalement. Je trouve que cette énergie du tout est possible, je suis libre, etc. Ça galvanise énormément en fait. Ça m'a donné non pas moi une angoisse de vide, mais justement une potentialité de plein quoi. Donc j'ai trouvé que ce moment-là, cette bascule était extrêmement grisante. Et à ce moment-là, je suis quand même allé rechercher, j'allais pas dire un environnement dans lequel j'avais dans le trading, mais en tout cas une part du quotidien de trader qui m'énergisait beaucoup, qui est le lien social, qui est le lien avec les gens, qui est le fait d'avoir un quotidien bien rempli, qu'il se passe beaucoup de choses, d'avoir un quotidien à organiser, à prioriser très rapidement, etc. Donc, je suis allé recréer énormément dans les premiers jours, premières semaines, énormément de liens humains, énormément de connexions avec des gens. J'ai partagé ce tips plusieurs fois, ça paraît lunaire, je sais qu'il y en a toujours qui pensent que ça n'est pas vrai, mais tellement ça paraît fou, et je l'entends, c'est que j'envoyais chaque jour 30 messages sur LinkedIn à des gens. Je l'ai fait ça pendant des mois et des mois et des mois, quasi une année peut-être, entre 9 mois et 12 mois, 30 messages par jour sur LinkedIn de personnes qui pourraient selon moi à ce moment-là apporter quelque chose au projet. Un salarié potentiel, un business angel potentiel, un investisseur, un fondateur d'agence de voyage, fondatrice de concepts tels que je voulais le faire en France ou à l'étranger, ou un explorateur, ou un responsable de salon du film d'aventure, même des trucs loin, un cousin, etc. Je suis allé réactiver des connaissances. Salut Nico, on s'est pas parlé depuis 14 ans. Voilà ce qui m'est arrivé dans ma vie. Je t'explique pourquoi. Voilà, aujourd'hui je lance ça. Peut-être un café à prendre, un resto à partager. Je voudrais te parler d'un truc. Et finalement, de toutes ces mains tendues, je pense que dans tous ces messages-là, j'ai créé la colonne vertébrale des gens avec qui je travaille aujourd'hui. Et donc, ça s'est fait assez rapidement. Et t'as pas eu peur de partager ton projet? Parce que des fois, ça fait peur de se dire, bon, quelqu'un va me piquer le projet. Non. Ça, franchement, c'est quelque chose que je partage à 1000% avec un certain nombre d'entrepreneurs qui partagent la même chose. Simon Signy ou Éric Larchevêque, qui est d'ailleurs un de mes investisseurs, depuis qu'il veut être mon associé. Non. L'idée ne vaut presque rien. C'est l'exécution qui compte. L'idée de faire du voyage d'aventure bas carbone en France, franchement, il y a, je peux citer 25 boîtes qui ont fait ça ou essayé de faire ça depuis 10 ans. Mais 25 boîtes en France. Aujourd'hui, il en reste 3, quoi. Des boîtes qui ont fait exactement ce que fait Explora. Il y en a encore une autre hier sur notre canal Slack, veille, compétition et tout. Il y a encore 2 boîtes. Emma dans l'équipe a envoyé, regarde, il y a ces 2 boîtes qui sont créées, des boîtes françaises, mot pour mot, ils reprennent notre site, les mêmes trucs et tout. Franchement, il y a 5 ans, j'aurais été fou.
J'aurais appelé les mecs, je les aurais trouvés sur LinkedIn, je leur aurais envoyé un mail incendiaire, machin. Aujourd'hui, franchement, je me dis, on est au bon endroit, on fait ce qu'on doit faire. Si on est copié comme ça, c'est qu'on est dans le vrai. Et en fait, je m'en fous. Il y a de la place sur le marché pour tout le monde. Et je le dis sans prétention, il y a peu de chances que leur projet fonctionne parce qu'en fait, c'est un projet difficile qui nécessite du financement qui est beaucoup moins possible dans la période actuelle que ça ne l'était dans la période dans laquelle on s'est lancé. Et pour plein d'autres raisons, je pense aujourd'hui que c'est très compliqué de créer un concurrent d'Explora du jour au lendemain en 2025. J'y crois pas du tout. Donc finalement... Ouais, faut pas hésiter à en parler. Je pose la question parce que c'est vrai que toujours un petit peu peur de te dire, bon, bah, c'est bien de communiquer, mais peut-être que quelqu'un tu vois, qui a déjà des contacts, déjà peut-être plus d'argent que moi, va lancer le truc plus rapidement, quoi. Ça fait toujours un petit peu peur. Plus d'argent que moi, des gens câblés qui ont de l'argent, ça c'est sûr que c'est un risque. Tu vois, je donnais l'exemple de gens qui se lanceraient comme ça sans fond. S'il y a évidemment un millionnaire multimillionnaire qui se dit ok, je vais lancer ça et j'embauche des gars malins pour le faire, ouais bah là il y a un risque au bout d'un moment, etc. Mais c'est toujours pareil. Aujourd'hui, les projets doivent être incarnés. Il faut qu'il y ait la passion du truc. Donc, il faut aller trouver une personne à qui le message parle, que sa vie, que ses valeurs sont en phase avec le projet. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est pas évident, tu vois. Mais non, je pense effectivement que comme tu le dis, je suis beaucoup contacté par des personnes qui veulent lancer leur projet et qui disent ouais, je cherche. Tu vois, est-ce que je peux en parler mon idée avec toi, ou est-ce que tu peux m'aider pour le financement, donc au début je le faisais un peu comme ça à l'arrache, et puis maintenant je préfère dire soit je suis navré, j'ai pas le temps, soit oui, je le fais avec toi, et maintenant je fais même des sessions payantes. Parce qu'en fait, je me dis, je préfère dire, OK, moi, je fais 2 heures avec la personne. Il m'envoie ses documents. Je lui fais genre un rapport, un compte rendu de comment je le jouerai, ce qui est intéressant, les forces, les faiblesses, où il faut travailler, les chiffres, les trucs. Il repart. Parfois, il y en a en tout cas qui me l'ont dit certains mois, certaines années après. Franchement, j'ai l'impression qu'on avait une mission de consulting et grosso modo, c'est incroyable. Tu as appuyé sur un an avant, sur les difficultés qu'on a eu un an après. Tu nous avais dit que ce serait en année 2 qu'on aurait ça, machin. C'est incroyable. Merci. Et finalement, je me dis, je préfère faire ça plutôt que d'essayer de répondre 3 vocaux en 2 minutes pour donner mon point de vue sur tout et finalement pas vraiment aider les personnes, que ce soit frustrant pour elles et tout. Donc avant, je répondais à tout le monde un petit truc pour me dire allez, je suis là, je t'aide. En fait, ça sert à rien. Je préfère maintenant me dire soit je suis navré, j'ai pas le temps, soit prends une session dans ce calendrier-là. J'ai fait un calendrier dédié justement pour pouvoir contribuer avec un impact réel. Et du coup, comme j'investis du temps, je me dis vas-y, moi, pour que ce soit juste et que j'ai plaisir à le faire, il faut aussi que ça vienne pas flinguer mon temps au quotidien et l'investissement que je dois mettre pour Explora. Donc j'ai trouvé ce modèle-là, et je trouve en fait finalement que c'est vachement riche et c'est beaucoup plus qualitatif. Et oui, je vois des gens qui me partagent vraiment alors pardon, c'est pour ça que je disais ça. C'est que les gens ont aucun problème à partager leur idée quand ils pensent que la personne va vraiment les aider. Si t'es dans un bar, il y a 200 personnes, on dit tu veux monter une boîte sur quoi toi? Tu vois, tu dis un petit peu, mais t'as pas envie de tout déballer parce que tu sais qu'en fait tu vas faire que donner et tu vas pas recevoir. Donc dévoiler son idée, je dirais c'est pas un problème, mais vaut mieux éviter de faire un post LinkedIn pour dire voilà mon idée, au revoir. Ça amène rien. Par contre, quelqu'un qui peut vous apporter de la valeur, à ce moment-là, c'est intéressant de rentrer vraiment en détail pour justement avoir un retour sur investissement. Vous avez partagé votre idée, c'est pas rien. Je pense que c'est pas essentiel, mais c'est pas rien. Mais du coup, faites-le avec des personnes qui peuvent vous apporter de la valeur en face. Tu disais justement que tu avais levé des fonds très rapidement et tu as levé des fonds notamment au tout début auprès du fonds d'investissement de Xavier Niel. Alors, comment tu as fait est-ce que c'est toi qui les as approchés? Comment ça s'est passé? Ouais, dans cette première année là où j'ai envoyé des messages dans tous les sens, j'ai envoyé un message à Jean de la Roche-Brochard qui gère le portefeuille de Xavier Niel. Et il m'a répondu, il m'a dit c'est trop jeune, t'as rien fait encore, mais voilà, j'entends, je lis ton intention, je pense que tu peux avoir un point, il peut y avoir un marché. On en reparle dans un an, c'est ce qu'il m'a dit. Un an après, j'ai renvoyé un message. Voilà tout ce que j'ai fait en un an, comme promis. Voilà, il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit je suis impressionné par ce que tu as fait en un an. Est-ce qu'on peut se voir? 2 mois après, ils étaient au capital.
Comme quoi, quand tu reçois un message en te disant bon bah tu me réécris plus tard, des fois ça marche quoi. Bah si on fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Et effectivement, il y a aucun investisseur qui va investir s'il ne vous connaissait pas depuis au moins 1 an. Globalement, c'est une règle peut-être 9 mois, mais je veux dire, en fait, les graines, ça se plante. Les gens ont besoin aussi de prendre du recul sur votre projet. Quand ils disent merci, on en reparle, ça veut pas dire qu'ils vous ont oublié. Ça veut dire qu'ils ont besoin aussi de temps pour maturer leur propre connaissance du marché, leur propre conviction sur le projet, etc. Faut pas le voir comme un revers, faut le voir comme une graine plantée. Des gens qui m'avaient dit non m'ont dit plus tard oui. Des gens qui m'ont dit jamais m'ont dit peut-être. Des gens qui m'avaient dit oui au début ont dit bah en fait maintenant on en a même eu un investisseur qui m'a dit ouais j'avais investi au début, maintenant j'aimerais bien reprendre mon argent, pas parce que je crois plus dans le truc, mais parce qu'en fait au quotidien je suis beaucoup plus dans l'IA, enfin c'est plutôt ça qui m'excite et j'aimerais mettre tous mes deniers là-dedans. Est-ce que c'est possible que je reprenne mon argent? À ce moment-là c'était possible, au moment d'une levée de fonds il est ressorti. C'est arrivé aussi, tu vois, dans ce sens-là, des gens qui changent leurs intérêts, donc il faut effectivement planter les graines, parler du projet, se challenger, il faut trouver le bon dosage et c'est ça le plus difficile dans une reconversion. Entre parler de son projet pour qu'il soit réel. Moi, je crois beaucoup aussi à la valeur, à la preuve sociale des choses, à la valeur de la publicité d'un projet qu'on a. Dire, c'est faire exister d'une certaine manière. C'est à la fois une parole engagée vis-à-vis de ceux à qui on le dit, mais c'est aussi mettre des mots sur quelque chose parfois qui n'est pas très clair. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Et ça, c'est une phrase que nous répétait notre prof d'histoire géo au lycée. Mais quand quelqu'un prenait la parole et dit ouais je sais, et bredouillait un truc pas précis, elle disait toujours ça. Et finalement c'est vrai, quand on a les idées très claires, la manière dont on le présente est très claire. Et donc se rendre compte qu'on n'est pas très clair dans l'explication de son projet, c'est parce que le projet n'est pas clair lui-même. Et donc, pitcher son projet, c'est un exercice qui n'est pas que rhétorique, c'est un exercice finalement qui challenge la finesse de compréhension qu'on a du projet. La capacité à parler de son projet en 30 secondes, ou en 3 minutes, ou en 3 heures, ou en 3 jours, ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut travailler dans les premiers temps. Donc, je pense que faire exister par la parole, c'est déjà un premier pas. Oui, puisque ça commence par sortir de toi finalement. Tu as la vision en toi et puis tu le commences à l'extérioriser et ça commence à naître. Et alors aujourd'hui, ça a beaucoup grossi Explora Project parce que ça fait 6 ans que ça existe. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu peut-être toutes vos activités parce que c'est assez varié. Voilà, tout ce que vous faites aujourd'hui parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez des clients assez variés. Hein. J'ai vu, vous êtes autant pour des enfants avec des classes vertes que pour des entreprises avec des séminaires qu'à destination des familles. Donc voilà, c'est assez varié. Je trouve que c'est super intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu tout ce que vous faites? Oui, on a commencé avec ce qu'on appelle aujourd'hui nous en interne, donc on a plusieurs entités comme tu le dis. On a une entité qu'on appelle l'agence qui est la partie voyage pour adultes, donc des aventures en groupe, guidé par un guide expert, un guide de haute montagne, un accompagnateur en kayak, en kite, en ski ou que sais-je, qui propose donc une aventure pour des petits groupes de 4 à 12 personnes un peu partout en Europe pour vivre des aventures de 3 jours jusqu'à 15 jours, donc du voyage d'aventure. La traversée du Maroc, la traversée du Portugal, la descente des Alpes, du ski de rando, de l'apnée sous glace, du kite, du chien de traîneau, des raquettes pour voir les aurores boréales de nuit, que sais-je. Toutes ces aventures-là, aujourd'hui on les propose sur le site, on en a plus de 1500 départs par an, et lorsque le nombre de voyageurs minimum pour confirmer un départ est atteint, le départ est confirmé, et il y a un nombre maximal au-delà duquel on ne va pas pour garantir une expérience humaine, qu'il y ait une cohésion dans le groupe, que tout le monde apprenne à se connaître, etc. Les gens s'inscrivent seuls ou à deux, ou parfois privatisent un départ entier s'ils sont une cohorte de copains. Et en fait, voilà, aujourd'hui, finalement, on crée du lien humain, des personnes qui se connaissaient pas, qui vivent une même passion pendant quelques jours, et c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant parce que ce sont des moments dans lesquels ils sortent un peu, où ils découvrent leur zone de confort, où ils découvrent les confins de leur zone de confort, les limites de l'acceptable et de l'aventure, et donc tout ça se mêle et ça crée forcément une cohésion dans le groupe qui est intéressante. On se découvre en vivant ça
différent de qui on est au quotidien. On découvre des traits de son caractère qu'on veut pas voir, qu'on n'aime pas, ou qu'on ne connaissait pas et qu'on a exploré, et qui nous donne le goût d'aller voir plus loin et d'explorer plus encore. Donc c'est intéressant, c'est une recherche et une aventure personnelle et introspective, autant qu'une aventure pleine nature et sportive. Et puis on a fait ça de 2019. Alors on a vraiment commencé à commercialiser en 2019, puis il y a eu le Covid 2021 qui était quand même des années très particulières. Donc jusqu'à 2022, début 2023, on s'est essentiellement concentré là-dessus, faire grossir l'équipe, lever des fonds, faire croître bien sûr l'entreprise jusqu'à plusieurs millions de volume d'affaires. Et puis j'ai eu envie, c'était aussi mon appétence personnelle, de lancer des aventures en famille. Je trouvais que finalement que les milliers de clients qu'on avait eus avaient un retour qui était assez fréquent, qui était j'adorerais faire vivre ces émotions-là avec mes enfants. Le Covid aidant, on a testé des modèles pour la famille pendant cette période de Covid. Pour moi, le déclic, ça a été, c'est pas vraiment là que ça a démarré, mais c'est là où je me suis dit quand même, à un moment pendant le Covid, on disait on ne pourra peut-être que voyager en cellule de confinement, c'est-à-dire avec ceux qui sont dans son foyer. Je me suis dit dis donc, ça veut dire que notre modèle actuel de voyage pour adultes mélangé, où on mélange les cellules de confinement, finalement, ça va être que des clusters permanents, ça va peut-être pas. Et comme on ne savait pas trop pendant combien de temps allait perdurer ce Covid, je me suis dit il y a peut-être un point où ce serait pas con de réfléchir à faire voyager les familles entre elles. Et donc on a fait quelques tests pendant cette période-là mais rien de très très transformant. Et puis finalement cette idée a évolué petit à petit et on a lancé ça pour de bon en 2023 avec des concepts de voyage en famille, en itinérance, et puis dans des lieux, des camps de base qu'on appelait des family base camps. C'était pour moi un nouveau concept de vacances, une grande maison partagée avec des aventures toute la journée, des guides qui sont là, pension complète, on fait la bouffe en France sur un modèle de grande maison familiale où plusieurs familles partagent ce lieu, 2, 3, 4, 5 familles, les enfants jouent ensemble, les parents se rencontrent et c'était ça fait vraiment ses preuves, c'est extrêmement intéressant, c'est une autre manière de voyager et je trouve que c'est beaucoup plus riche, c'est proche de la nature, on est proche des siens. C'est loin des écrans, c'est pas dans une société de consommation absolue où on peut faire tu vois comme au Club Med le activité matin, midi, soir, PlayStation le soir, jeux vidéo, le spectacle, le truc, le all inclusive des cocktails, le machin, tu vois, on est quand même dans quelque chose de plus simple, plus authentique. Je pense que c'est important pour les générations qui nous suivent aussi. Donc on trouve un grand écho là-dedans. Et puis on a développé les camps aventures pour les enfants sans les parents, donc des colos revisités façon Explora l'été dernier sur un modèle un peu du CPA et très intéressant aussi, ça fonctionne bien. On est dans une phase d'apprentissage là-dessus. Effectivement, on contacte, on a des échanges avec des établissements pour les classes vertes. Et comme tu l'as mentionné, le petit dernier de la troupe, très très probable et potentiel, sont les séminaires pour entreprises. Alors là, c'est un projet qui est en construction en ce moment et qu'on déploiera en 2025 plus officiellement sur une marque un peu différente. Mais oui, effectivement, on a toute la galaxie du voyage d'aventure. Je pense que là, on a fait vraiment tout le tour entre les adultes, familles, enfants et entreprises. Maintenant, on va consolider tout ça pour être un acteur incontournable du voyage d'aventure français bas carbone. Et comment tu vois l'évolution? Tu as envie de développer autant chaque axe ou tu as des axes que tu as envie de privilégier? Par exemple, les familles, j'ai l'impression que ça te tient plus à cœur. Je trouve que chaque axe a sa place. Non, aujourd'hui, je saurais pas dire. Finalement, on a une bonne année de décalage dans le lancement de toutes ces entités. Donc, elles sont aussi à des stades de développement différents. Moi, je trouve une grande excitation au lancement des projets. Donc, j'adore faire le 0 à 1 dans un projet. Non, je trouve une excitation dans ces 4 verticales. Je trouve que, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles se nourrissent toutes les unes les autres. C'est pas complètement indépendant. Bien sûr, quelqu'un qui vit une aventure en solo a envie de la vivre avec sa famille si il a des enfants. Il a envie que ses enfants puissent vivre aussi un peu le frisson sans lui, dans des colos, sans les parents, parce que ça apporte aussi quelque chose d'autre.
Et puis ça contribue aussi au modèle pédagogique et éducatif. Je crois qu'il y a des choses, l'éducation peut venir des parents, mais pas que. C'est intéressant que ça arrive par aussi d'autres entités, d'autres moyens dans la vie des enfants. Donc ça, je trouve ça riche aussi d'être modestement et humblement le relais de la pédagogie et de l'éducation des parents envers leurs enfants. Ça, je trouve ça riche. Et puis, je trouve aussi méga intéressant le fait de créer plus de liens humains dans l'entreprise. Peut-être pas dans une intensité telle que celle qu'on l'a fait vivre à nos participants par ailleurs, mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, la formalité, la rigidité du monde entrepreneurial, du monde en entreprise a quand même passé son temps, et aujourd'hui, il faudrait arriver à trouver plus de simplicité dans le lien humain, plus de puissance, pour peut-être plus de productivité, mais aussi pour plus de bien-être au travail. C'est surtout pour plus de bien-être, et donc les conséquences, c'est moins de turnover, plus de proximité, etc. Donc ce qu'on va chercher à créer, c'est pas faire des séminaires aventures sportifs, outdoor, bourrins, etc. C'est créer beaucoup plus de liens humains, qui est finalement l'ADN aussi d'Explora. C'est du lien humain entre les gens, des séminaires outdoor, mais surtout participatifs, riches, etc. Donc ça, c'est notre projet de début 2025 qu'on va dévoiler. Alors, vous avez beaucoup de projets et dans la lignée un petit peu, quel serait ton plus grand rêve professionnel ? En fait, je suis en train de le réaliser. Mon rêve professionnel, c'est d'apporter de la valeur aux gens et de les rendre, d'améliorer leur quotidien, de les rendre plus heureux au quotidien. Et donc finalement le mouvement que je suis en train d'opérer avec Explora, c'est un mouvement qui va du bonheur immédiat à l'enseignement riche, permanent, périn des citoyens de demain. Donc ça va globalement du loisir à l'éducation finalement. Donc je sais pas si c'est un rêve, en tout cas c'est un cheminement, une vision que j'ai. Effectivement, Explora Project, Explora Family, les camps aventures pour les enfants, tout ça va vers d'un modèle de voyage à petit un modèle, une doctrine, si on radicalise les termes ou qu'on essaie de le mettre dans des cases, pédagogique. Et donc est-ce que derrière il y aura un jour Explora School, une école basée sur ces concepts d'éco-citoyenneté, de respect et de connaissance de la nature, peut-être. Donc c'est effectivement un cheminement, en tout cas du court terme au plus périn que je suis en train d'opérer. Oui, tu as envie d'avoir ton impact finalement dans ce qui se passe un petit peu dans la société et de changer un peu les façons de vivre finalement. Ouais, exactement. Finalement, je pense qu'on a un projet entrepreneurial qui évolue avec la personne qu'on est aussi. Plus les années passent pour moi, plus je réfléchis à ce que je lègue, ce que je mets en place pour les générations futures. Et donc évidemment, les plus jeunes générations sont pour moi un vrai sujet de réflexion, et c'est dans cet axe-là que j'ai envie de mettre en place des choses. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné ? Ouais, difficile cette question parce qu'elle est tellement fréquente et pour des bonnes raisons, hein, puisque on veut tous des conseils, et je pense que ce serait de rester en équilibre, et sur les 4 pieds de sa chaise. Et finalement, si je devais résumer mon parcours de vie, c'est dans les dernières années, c'est quelqu'un qui a oublié qu'il fallait 4 pieds sur une chaise pour être stable, et qui a cru que en n'ayant que la partie professionnelle, on pouvait être stable. Et finalement, il faut à la fois avoir, je pense effectivement, un quotidien professionnel qui soit suffisamment excitant, qui vous valorise, dans lequel vous vous sentez bien et heureux et épanoui. Mais il faut aussi à la fois évidemment avoir une sphère familiale avec qui on a les émotions connectées, avec qui on est dans le partage de ce qu'on vit réellement, et pas un quotidien répétitif dans lequel on n'ose plus se dire les choses de peur que voilà, un quotidien d'échange riche et profond, créateur de liens. Pareil avec ses amis, je pense que c'est hyper important
d'avoir ce relais-là. Et le quatrième pied du tabouret, ce serait les projets moyen, long terme. Des projets qui vous font nourrir et qui vous font être persuadé que votre quotidien n'est pas que la continuité de jours qui se ressemblent. C'est dans toutes ces années-là que j'ai construit le projet Explora. Ces jours, ces semaines, ces mois, ces années à gratter ce calepin, c'était peut-être pour qu'on ait les chances qu'on a aujourd'hui. Finalement, j'étais dans une forme de répétition pendant des années, mais comme j'avais ce pied de chaise bien ferme que constituaient mes projets moyen terme et long terme, je savais que ce que je vivais au quotidien n'allait pas durer éternellement, et ça apporte la capacité de tenir au quotidien. Ce sont des bases qui sont solides. Je pense qu'il faut faire attention à bien se lancer avec ces bases-là solides. C'est ça qui aide. Sinon, ces carences-là, au bout d'un moment, vous reviennent en boomerang, et plus on traite ça tard, plus ça revient fort et plus ça fait mal. Oui, alors ton conseil pour les auditeurs, ça serait aussi peut-être de pas hésiter à lancer dès que possible leur projet et à commencer à destiner leur projet entrepreneurial comme toi, tu as pu le faire. Ouais, ce serait de faire des choses, de poser des pierres, d'écrire, de dire, de faire des vocaux, de présenter, de challenger, de se faire critiquer son projet, de le partager, le plus tôt possible. Si bien sûr ça ne vous crame pas et que ça vous angoisse pas de ne pas en avoir assez avancé et de pas être prêt à répondre à toutes les questions et les critiques, ça peut aussi angoisser, mais c'est quand même une bonne manière aussi de nous amener vers des éléments de réflexion qu'on n'avait peut-être pas eu avant, etc. Donc évidemment, le but n'est pas de se faire écraser et de s'ouvrir et de dire allez-y, dites-moi ce que vous pensez tous de mon projet. Il faut arriver un peu armé parce qu'il faut rester en confiance dans un projet. Donc il faut aussi ouvrir la vanne des critiques, mais il faut aussi rester en puissance, en confiance, en contrôle, en capacité de décision, etc. Donc il faut aussi le faire avec les bonnes personnes, dans les bons environnements et de la bonne manière. Mais oui, bien sûr, les projets secrets, ça fait 20 ans que je rêve de faire ça et je suis dégoûté que ça ait été lancé. Qu'est-ce que t'avais fait pour ce projet en 20 ans? Ah, rien, mais je l'avais en tête jour et nuit. Bon, ça amène de la frustration, de la tristesse, de l'autoconviction. Je n'y crois même pas. Je pense qu'au fond, la personne sait que si elle avait su par où démarrer, elle aurait démarré. Donc en fait, ça n'a vraiment aucun effet bénéfice. Un grand merci Stanislas, donc je mettrai tes réseaux sociaux parce que tu es très actif sur les réseaux et ton site internet bien évidemment pour les auditeurs. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci pour cet échange. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube, et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion, et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.